On estime qu'aujourd'hui près de 6% de la population mondiale souffre d'un trouble narcissique de la personnalité. Ça veut dire qu'en moyenne, dans une salle de 20 personnes, au moins une cache derrière son sourire un ego fragile prêt à exploser. Et c'est peut-être cette personne qui partage votre lit, qui travaille dans votre bureau, ou qui vous enchaîne dans un couple toxique sans que vous compreniez vraiment pourquoi. Ce n'est pas un hasard si le terme pervers narcissique est devenu l'un des plus recherchés sur Google ces 10 dernières années. Car derrière ces mots, il y a des vies brisées, des amitiés détruites, des familles explosées. Les chercheurs en psychologie estiment que 70% des victimes de manipulateurs développent des symptômes comparables à ceux d'un stress post-traumatique. C'est énorme, et pourtant, la plupart continuent à se demander en silence, est-ce que c'est moi le problème? Ou est-ce que je vis vraiment une relation toxique? Et c'est là que tout bascule. Car comprendre les signaux invisibles d'un narcissique blessé, c'est comme apprendre à lire un langage secret. Si vous le déchiffrez, vous reprenez votre pouvoir. Si vous l'ignorez, vous risquez de rester prisonnier dans un cycle de manipulation qui épuise votre énergie, votre confiance, et parfois même votre santé. Alors, si ce que je vais dire te parle même un peu, fais-moi un signe, like la vidéo, partage, écris merci en commentaire, ou abonne-toi. Ça change tout pour la suite. Carl Jung disait que l'ego est comme une fine vitre de verre, on croit qu'il protège, mais il se fissure au moindre impact. Freud, lui, parlait de blessures narcissiques comme des traumatismes invisibles, souvent plus puissants que des blessures physiques, car elles touchent directement la perception de soi. Les neurosciences modernes confirment cette intuition. Une étude publiée en 2011 dans Proceedings of the National Academy of Sciences a montré que lorsqu'on subit un rejet social, les zones du cerveau activées sont les mêmes que celles qui s'allument lors d'une douleur physique. Autrement dit, blesser un narcissique, c'est comme leur infliger une brûlure intérieure, mais une brûlure qu'ils n'avoueront jamais. Mais pourquoi devriez-vous vous sentir concerné par cela? Parce que nous rencontrons tous, un jour ou l'autre, une personne narcissique. Et parfois, sans même le savoir, nous la blessons. Pas forcément par méchanceté, mais simplement parce qu'un mot, un geste, une absence d'admiration a suffi à heurter leur ego fragile. Et c'est là que tout bascule. Vous l'avez sans doute déjà vécu, vous dites quelque chose de banal, et soudain, le climat change. Leur regard devient plus froid, leur silence plus lourd, ou au contraire leur colère explose sans raison apparente. Carl Jung expliquait que le narcissique construit un masque social, ce qu'il appelait la persona, pour cacher son vide intérieur. Quand vous le blessez, ce masque se fissure, et ce qui surgit est souvent incontrôlable. Freud ajoutait que le narcissique ne peut pas tolérer de perdre le contrôle, parce que son estime de lui repose entièrement sur la validation extérieure. Et les chiffres viennent appuyer cette réalité. Selon l'American Psychiatric Association, près de 6% de la population présente un trouble narcissique de la personnalité, ce qui représente des millions de personnes. Derrière ces chiffres, ce sont autant de relations abîmées, de familles fracturées, d'amitiés détruites par une réaction disproportionnée. Vous pourriez penser, mais si je les ai blessés, n'est-ce pas normal qu'ils réagissent? Oui, mais la différence, c'est l'intensité et la stratégie. Une personne équilibrée peut exprimer sa douleur, en parler, chercher une solution. Le narcissique, lui, transforme sa blessure en arme. Comme l'a écrit Sénèque, ce n'est pas l'injure qui nous blesse, mais la manière dont nous la recevons. Pour le narcissique, toute critique, même minime, devient un affront insupportable, une preuve que son monde s'effondre. Les neurosciences éclairent ce mécanisme. Des chercheurs en psychologie sociale, tels que Roy Baumeister, ont montré que l'ego fragile du narcissique s'accompagne souvent d'une hypersensibilité aux signaux de rejet. Ce qui, pour vous, n'est qu'une remarque, devient pour eux une attaque existentielle. Imaginez un système d'alarme hypersensible, une simple brise le déclenche comme s'il s'agissait d'un incendie. Voilà ce qu'est l'ego narcissique blessé. Freud parlait des blessures narcissiques de l'humanité, la découverte que la Terre n'était pas le centre de l'univers, que nous descendions des animaux, et que nous ne contrôlons même pas totalement notre esprit. Pour lui, ces vérités étaient déjà des traumatismes. Alors imaginez, pour un narcissique, ce que représente une remarque qui met en doute sa valeur. C'est comme si vous lui arrachiez le sol sous les pieds. Et vous, peut-être que vous vous demandez, ai-je déjà blessé un narcissique sans le savoir? La réponse est probablement oui. Cela peut être lorsque vous avez osé dire non, lorsque vous avez brillé sans eux, ou même lorsque vous ne leur avez pas accordé toute l'attention qu'ils réclamaient. Jung disait que ce à quoi tu résistes, persiste. Le narcissique résiste à l'idée d'être imparfait, et plus vous touchez cette corde, plus il s'enflamme. Les preuves sont partout. Des patients suivis en thérapie racontent que leur partenaire narcissique pouvait rester silencieux pendant des jours, ou au contraire exploser de rage, simplement parce qu'ils avaient oublié de répondre à un message ou avaient félicité quelqu'un d'autre.
Les études en neurosciences montrent que cette réaction n'est pas feinte. Leur cerveau vit réellement l'expérience comme une menace vitale. Mais là où vous voyez un problème de communication, eux voient une déclaration de guerre. Et c'est précisément ce qui rend ces blessures invisibles si dangereuses. Vous pensez avoir clos une conversation, mais eux préparent une riposte. Vous croyez que tout va bien parce qu'ils se taisent, mais leur silence est en réalité une arme. Et tout commence par cette blessure invisible, souvent déclenchée par quelque chose que vous ne soupçonniez même pas. Alors, la véritable question devient, comment reconnaître quand vous avez touché cette zone fragile? Et surtout, comment comprendre ce qui se joue réellement derrière ce masque de colère ou de froideur? C'est ce que nous allons explorer ensemble, car comprendre ces mécanismes, c'est déjà reprendre une partie de votre pouvoir face à eux. Un signe. Voilà ce que vous attendez. Parce qu'au fond, vous savez que quelque chose a changé dans son regard, dans son silence, dans sa manière de vous répondre. Mais comment être certain que vous avez blessé un narcissique? Carl Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Et Freud complétait, là où il y a blessure, il y a réaction. Le problème avec le narcissique, c'est que sa réaction n'est jamais proportionnée. Elle est souvent déguisée, imprévisible, et pourtant parfaitement calculée pour vous faire douter. Les neurosciences apportent un éclairage fascinant ici. En 2018, une étude de l'Université de Berlin a montré que les personnes à fort trait narcissique avaient une hyperactivation de l'amygdale lorsqu'elles étaient confrontées à une critique, même légère. L'amygdale, c'est la zone du cerveau qui régule la peur et la colère. Autrement dit, vous dites une phrase banale, et chez eux, c'est l'alarme rouge qui retentit. Voilà pourquoi leurs signaux sont si intenses, même si vous ne les comprenez pas immédiatement. Concrètement, quels sont ces signaux? Le premier est souvent le silence. Mais attention, pas un silence neutre. C'est un silence chargé, pesant, qui change l'atmosphère. Vous avez déjà vécu ce moment où une pièce semble soudain se refroidir? Ce n'est pas votre imagination, c'est leur façon de retirer l'énergie, de vous faire sentir que vous avez fauté sans même comprendre pourquoi. Freud appelait cela une punition passive-agressive, une manière de manipuler sans dire un mot. Puis vient parfois la colère. Mais là encore, pas n'importe quelle colère. Une colère qui surgit de nulle part, démesurée, comme si vous aviez commis un crime. Sénèque écrivait, la colère naît de l'idée que l'on a été méprisé. Le narcissique interprète votre geste comme un affront. Si vous avez remarqué une explosion de reproches disproportionnés à une petite remarque, il est fort probable que vous ayez touché leur ego. Il y a aussi le besoin de reprendre le contrôle par des attaques subtiles. Vous faites une remarque, et soudain, il ou elle se met à critiquer vos défauts, vos choix, vos habitudes. Pas frontalement, mais avec ce ton ironique ou méprisant qui vous déstabilise. Jung appelait cela l'ombre projetée. Ce qu'ils refusent de voir en eux-mêmes, ils le rejettent sur vous. Ainsi, si vous percevez une avalanche de petites piques, c'est souvent le signe que vous avez réveillé leurs blessures. Les témoignages de patients en thérapie sont frappants. Une femme racontait que son compagnon, blessé parce qu'elle avait félicité un collègue pour une réussite, avait soudain cessé de lui adresser la parole pendant 2 semaines. Un autre homme expliquait que sa mère, très narcissique, se mettait à critiquer son apparence ou ses choix professionnels chaque fois qu'il lui tenait tête. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Selon une étude de l'Université du Kentucky, les narcissiques utilisent en moyenne 3 fois plus de stratégies de punition relationnelle que les autres lorsqu'ils se sentent attaqués. Mais il y a un signe encore plus inquiétant, le renversement de rôle. Le narcissique blessé devient la victime. Il retourne la situation pour vous faire croire que vous êtes celui ou celle qui a fait du mal. C'est ce que les psychologues appellent le gaslighting. Vous sortez de la discussion en vous demandant si vous n'êtes pas fou. Marc Aurèle nous prévenait pourtant. Si quelqu'un agit mal envers toi, ne va pas penser qu'il agit mal, mais comprends qu'il agit selon son idée du bien. Chez le narcissique, cette idée du bien, c'est de rester intouchable, coûte que coûte. Peut-être que vous reconnaissez ces signaux. Vous avez déjà ressenti ce froid soudain, cette agressivité imprévisible, ou ce sentiment d'être coupable sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas un hasard. C'est leur façon de vous signaler que vous avez franchi une ligne invisible. Mais contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas vous le problème. C'est la structure même de leur personnalité qui rend ces réactions inévitables. Les neurosciences insistent, le narcissique ne choisit pas consciemment cette douleur. Son cerveau perçoit votre mot ou votre geste comme une menace vitale. Mais la différence, c'est ce qu'il en fait ensuite. Là où une personne équilibrée cherche à réparer, le narcissique utilise ces signaux pour vous contrôler. Alors la vraie question est, que faire de ces signaux? Les ignorer? Les confronter? Ou les comprendre pour mieux vous protéger? Car plus vous saurez reconnaître ces réactions invisibles, plus vous aurez de pouvoir pour ne pas vous laisser piéger.
Et c'est exactement ce que nous allons explorer, car la prochaine étape, c'est de comprendre ce qui se cache derrière ce masque brisé. Imaginez un miroir qui se brise en 1000 éclats. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'un narcissique est blessé. L'image parfaite qu'il projette au monde se fissure, et chaque morceau coupant devient une arme contre vous. Carl Jung expliquait que le narcissique vit dans une illusion d'unité, une construction fragile qu'il appelle persona. Quand vous la touchez, vous ne faites pas qu'effleurer un masque, vous brisez le miroir dans lequel il se contemple depuis toujours. Et c'est là que tout devient dangereux, car sa souffrance se transforme immédiatement en stratégie. Vous l'avez sans doute déjà vécu. Un instant, tout semble normal. Vous discutez, vous partagez un moment banal. Puis soudain, le climat change. Ils deviennent froids, distants, ou au contraire explosifs. Vous ne comprenez pas pourquoi. Mais en réalité, vous venez d'appuyer sur une plaie invisible. Freud l'expliquait clairement, l'ego n'est pas maître dans sa propre maison. Ce qui signifie que derrière l'apparente maîtrise du narcissique, il y a un enfant blessé qui hurle, un enfant qui ne tolère pas qu'on touche à son sentiment de grandeur. Les neurosciences confirment cette fracture intérieure. Une recherche menée par l'université de Mannheim a montré que les narcissiques souffrent d'un écart constant entre l'image qu'ils veulent projeter et ce qu'ils ressentent réellement. C'est ce qu'on appelle la fragilité narcissique. Leur miroir est déjà fissuré de l'intérieur, et il suffit d'une simple remarque pour que la fracture devienne visible. Imaginez marcher sur une vitre tendue. Elle peut tenir un temps, mais au moindre choc, elle se brise. Alors, comment se manifeste ce miroir brisé? D'abord par une incohérence flagrante. Un narcissique blessé peut passer de l'adoration à la haine en un claquement de doigts. Vous étiez parfait hier, vous êtes indigne aujourd'hui. Cette oscillation brutale est un signe clair que le miroir intérieur s'est fracturé. Sénèque nous avertissait déjà, la colère est une courte folie. Chez eux, cette folie devient un mode de défense. Ensuite, par le retournement, le narcissique blessé projette sur vous ce qu'il refuse de voir en lui-même. Jung appelait cela l'ombre, la part de nous que nous rejetons, mais qui finit par s'imposer à travers nos comportements. Si vous remarquez qu'un narcissique vous accuse soudain d'être égoïste, froid, manipulateur, arrêtez-vous un instant. C'est souvent le reflet de ce qu'il ne supporte pas d'admettre chez lui. Le miroir brisé vous renvoie alors son propre visage déformé. Les témoignages abondent. Une patiente expliquait que son compagnon, après une remarque anodine sur son retard, s'était mis à l'accuser de ne jamais le soutenir, d'être égoïste et de détruire la relation. Rien, dans les faits, ne justifiait cette avalanche de reproches. Mais dans son esprit, la petite fissure de l'ego avait déclenché une cascade de projections. Des études montrent que 78% des personnes souffrant de traits narcissiques utilisent régulièrement cette stratégie de projection pour éviter de confronter leurs propres failles. Mais il y a plus subtil encore, le masque du silence. Parfois, le miroir brisé ne produit pas d'éclat bruyant, mais un vide glacial. Il se replie, coupe la communication, vous laisse seul avec votre culpabilité. Freud appelait cela la régression défensive, un retour en arrière psychologique pour éviter la douleur. Mais pour vous, ce silence est une arme. Vous cherchez la faute, vous vous excusez, et pendant ce temps, ils reprennent le contrôle. Marc Aurèle nous rappelait que les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par les jugements qu'ils portent sur ces choses. Le narcissique, lui, est esclave de ses jugements. Si vous brisez son miroir, son jugement devient extrême, vous êtes soit son ennemi, soit son bourreau. Rien entre les deux. Et c'est précisément ce qui rend la situation si douloureuse pour vous. Car ce miroir brisé n'est pas seulement le sien, il devient aussi le vôtre. Vous finissez par douter de votre réalité. Était-ce vraiment blessant ce que j'ai dit? Suis-je responsable de cette réaction démesurée? Cette confusion est la preuve que vous êtes entré dans leur monde fracturé. Les neurosciences offrent ici une clé essentielle. Une étude menée à Harvard a démontré que le cerveau humain, lorsqu'il est soumis à des interactions toxiques répétées, réorganise ses connexions autour de la peur et du doute. Autrement dit, vivre dans l'ombre d'un narcissique blessé modifie littéralement votre façon de penser. Voilà pourquoi le miroir brisé n'est pas qu'une métaphore psychologique, il laisse aussi une empreinte neurologique. Alors la vraie question est, comment ne pas se laisser piéger par ces éclats tranchants? Comment reconnaître que ce miroir qui se brise devant vous n'est pas le vôtre, mais bien le leur? Comprendre cela est la première étape pour sortir de la confusion et ne pas vous laisser aspirer par leur chaos intérieur. Et c'est ce que nous allons voir en explorant la mécanique psychologique cachée derrière ce masque brisé, car c'est là que réside toute la stratégie de survie du narcissique blessé. Derrière chaque masque se cache une vérité. Chez le narcissique blessé, cette vérité est insoutenable, même pour lui. Freud parlait du faux self, une construction qui sert à masquer une fragilité primaire. Jung, lui, décrivait cette structure comme une persona,
une façade sociale destinée à dissimuler le vide intérieur. Quand vous blessez un narcissique, vous n'attaquez pas simplement son comportement, vous touchez à cette architecture fragile qui maintient son monde debout. Alors que se passe-t-il réellement derrière ce masque? D'abord, une dissonance brutale. Les neurosciences parlent de cognitive dissonance, ce décalage douloureux entre ce qu'une personne croit être et ce que la réalité lui renvoie. Pour le narcissique, cette dissonance est insupportable. Une étude menée par l'Université de Floride a montré que les individus avec des traits narcissiques présentent une réaction physiologique accrue à augmentation du rythme cardiaque, sécrétion de cortisol, dès qu'ils perçoivent une critique. Autrement dit, leur corps lui-même vit la blessure comme une menace de survie. C'est pour cela que leur première réaction est souvent la défense. Ils doivent immédiatement protéger ce faux self. Ils peuvent le faire par le déni. Tu inventes, tu exagères, tu as mal compris. Ou par la projection. Tu es le problème, pas moi. Jung soulignait que ce que l'on ne veut pas voir en soi, on le voit dans les autres. Voilà pourquoi le narcissique blessé devient si habile à transformer sa vulnérabilité en accusation. Mais il y a une mécanique encore plus profonde, la honte. Freud, puis plus tard Heinz Kohut, l'un des grands spécialistes du narcissisme, expliquait que le narcissique est gouverné par une honte fondamentale. C'est une émotion qu'il ne peut ni tolérer ni exprimer, alors il la transforme en colère, en froideur, ou en manipulation. La honte est le moteur secret derrière le masque. Vous ne la voyez pas, mais vous la sentez, parce qu'elle s'exprime dans leurs comportements excessifs. Les témoignages abondent. Un homme racontait en thérapie que sa compagne, après une remarque légère sur sa tenue, avait éclaté en reproches, puis passé la soirée à l'ignorer. En surface, cela semblait absurde. Mais derrière, la mécanique est claire, sa honte d'être jugé avait déclenché une défense violente. Une étude publiée dans Personality and Individual Difference montre que plus de 70% des narcissiques interrogés admettent se sentir humiliés par des critiques qu'ils jugent ensuite intolérables. Et ce n'est pas tout. Derrière le masque, il y a aussi un besoin inextinguible de contrôle. Le narcissique blessé doit reprendre la main, coûte que coûte. C'est pour cela qu'il utilise des tactiques comme le silence punitif, les reproches en cascade, ou le retournement de situation. Marc Aurèle disait, « Celui qui te met en colère te domine ». Pour eux, l'inverse est aussi vrai. S'ils vous plongent dans la colère, la confusion ou la culpabilité, alors ils reprennent le pouvoir. Les neurosciences ajoutent une dimension intéressante. Des chercheurs en psychologie sociale ont observé que les narcissiques activent fortement le réseau de récompense cérébrale lorsqu'ils reprennent le contrôle après une humiliation. C'est-à-dire que faire souffrir l'autre apaise, mais aussi procure un soulagement proche d'une récompense. Voilà pourquoi ils semblent parfois presque satisfaits de vous voir déstabilisé. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est biologique. Mais attention, derrière le masque, il n'y a pas uniquement de la colère et de la honte. Il y a aussi une peur immense, celle d'être abandonné. Freud parlait déjà de cette angoisse primitive, la peur de perdre l'amour qui soutient l'ego. Les narcissiques, malgré leur façade d'assurance, vivent dans la terreur constante de l'abandon. C'est pour cela que, paradoxalement, même blessés, ils ne vous lâchent pas toujours. Ils oscillent entre rejet et besoin, entre punition et dépendance. Cette mécanique est une prison. Pour eux, mais aussi pour vous. Car plus vous essayez de comprendre rationnellement leurs réactions, plus vous tombez dans le piège de leur logique illogique. Jung disait que là où il y a peur, il y a pouvoir à reprendre. Comprendre la mécanique derrière le masque, c'est justement cela, reprendre le pouvoir de voir clair, de séparer ce qui vous appartient de ce qui relève de leur chaos intérieur. Alors, que faire quand vous percevez ce masque tomber? La première étape est de reconnaître que la colère ou le silence ne parlent pas de vous, mais de leur dissonance interne. La seconde est de savoir que plus vous réagissez émotionnellement, plus vous nourrissez leur stratégie de contrôle. Et enfin, la troisième est de cultiver la distance intérieure, comme le recommandaient les stoïciens. Sénèque écrivait, « Celui qui est maître de lui-même est maître du monde ». En face d'un narcissique blessé, cette maxime devient une arme de protection psychologique. Voilà ce qui se joue derrière le masque, une bataille entre honte, peur et contrôle, déguisée en attaque contre vous. Reconnaître cette mécanique, c'est déjà commencer à s'en libérer. Et dans la prochaine étape, nous verrons comment les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, avaient déjà compris les racines de ces comportements et comment leurs enseignements peuvent aujourd'hui vous donner les clés pour ne plus subir. Les stoïciens n'ont jamais utilisé le mot narcissisme, mais ils avaient déjà compris, il y a 2000 ans, la mécanique des égos fragiles et blessés. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, écrivait dans ses pensées pour moi-même. Quand quelqu'un t'offense, souviens-toi qu'il agit ainsi parce qu'il croit que c'est bien pour lui. Il ne peut pas voir la chose autrement.
Ce passage pourrait être une description parfaite de la psychologie narcissique, des êtres enfermés dans leur perception, incapables de se voir tels qu'ils sont, et qui transforment toute critique en attaque. Mais ce qui est fascinant, c'est que les stoïciens ne voyaient pas cela comme une malédiction pour celui qui subissait. Ils y voyaient une opportunité de croissance intérieure. Sénèque disait, « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Autrement dit, face à un narcissique blessé, ce n'est pas son attaque qui vous détruit, mais votre interprétation de cette attaque. C'est là que réside une puissance immense. Changez le regard que vous portez sur la blessure de l'autre, pour qu'elle ne devienne pas votre prison. Les neurosciences modernes viennent confirmer cette intuition antique. Une étude publiée dans Frontiers in Psychology a montré que les personnes qui pratiquent la régulation cognitive, c'est-à-dire la capacité à reprogrammer la manière dont elles interprètent une situation, ressentent 40% de stress en moins dans des conflits interpersonnels. Les stoïciens pratiquaient déjà cela, bien avant que la science lui donne un nom. Ils appelaient cela la discipline de la représentation. Ne pas se laisser piéger par la première impression, mais prendre du recul, réinterpréter l'événement. Épictète, qui avait été esclave avant de devenir philosophe, insistait sur un point essentiel. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur ces événements. Imaginez la force de cette phrase appliquée à une relation avec un narcissique. Si vous acceptez que leur colère, leur silence ou leurs reproches ne sont pas un reflet de votre valeur, mais simplement une réaction à leur propre fragilité, alors vous retirez tout pouvoir à leurs blessures. Vous transformez une attaque en simple bruit de fond. Un témoignage moderne illustre cette sagesse. Un patient en thérapie racontait qu'à chaque dispute avec sa partenaire narcissique, il se sentait vidé, coupable, brisé. Puis, après avoir lu Marc Aurèle, il décida d'expérimenter une nouvelle approche, ne plus réagir immédiatement. Lorsqu'elle explosait de colère, il respirait profondément et se répétait « Ce n'est pas contre moi, c'est en elle ». Au bout de quelques semaines, il observa un changement radical. Sa partenaire, ne trouvant plus de prise, s'essoufflait dans ses attaques. Lui, de son côté, avait retrouvé une paix intérieure qu'il croyait perdue. Sénèque ajoutait une dimension encore plus puissante. Celui qui te met en colère te domine. Voilà une clé précieuse face aux narcissiques blessés. Leur but inconscient est souvent de vous entraîner dans leur chaos, de vous faire réagir, de vous plonger dans la même tempête émotionnelle. Si vous restez calme, vous inversez la dynamique. Les neurosciences parlent de co-régulation émotionnelle, l'idée que nos états intérieurs s'influencent mutuellement. Si vous réagissez avec panique, vous nourrissez leur contrôle. Si vous restez stable, vous imposez une nouvelle énergie dans l'échange. Ce n'est pas facile, bien sûr, mais c'est possible. Et c'est là que la sagesse stoïcienne devient transformationnelle. Elle ne vous demande pas d'aimer le narcissique, ni de justifier son comportement. Elle vous invite à vous protéger intérieurement, à redevenir maître de vos jugements. Et cette maîtrise est un pouvoir que rien ni personne ne peut vous enlever. Les chiffres parlent aussi en faveur de cette approche. Selon une recherche menée à Stanford sur la régulation émotionnelle, les personnes capables de pratiquer la relecture cognitive voient leur taux d'anxiété diminuer de 52% dans les situations conflictuelles. C'est une preuve scientifique de ce que Sénèque enseignait déjà, que le véritable contrôle est intérieur, pas extérieur. Les stoïciens savaient que nous ne pouvons pas changer les autres, mais seulement notre réponse. Face à un narcissique blessé, vouloir le réparer ou le convaincre est une bataille perdue d'avance. En revanche, apprendre à ne pas se laisser aspirer, à poser des limites claires sans entrer dans le jeu émotionnel, c'est une victoire silencieuse mais immense. Jung lui-même rejoignait cette idée lorsqu'il écrivait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Face à un narcissique, regarder à l'extérieur, c'est voir leur masque, leur colère, leur silence. Regarder à l'intérieur, c'est se rappeler que votre valeur ne dépend pas de leur regard, mais de la solidité de votre propre centre. Alors, la question n'est plus seulement « Ai-je blessé un narcissique ?» Elle devient « Comment puis-je rester entier, même quand leur miroir se brise et qu'ils tentent de m'entraîner dans leurs éclats ?» La réponse se trouve déjà dans les paroles des stoïciens. Cultiver la maîtrise de soi, la paix intérieure, et la liberté de ne pas réagir comme ils l'attendent. C'est cette sagesse, intemporelle et aujourd'hui confirmée par la science, qui vous permet de transformer la confrontation en apprentissage. Dans la prochaine étape, nous allons voir comment concrètement, vous pouvez appliquer ces principes pour reprendre votre pouvoir dans les relations avec un narcissique blessé. Parce que la philosophie seule ne suffit pas, elle doit se traduire en action, en stratégie, en pratiques quotidiennes qui changent réellement votre vie. Il y a une vérité universelle, ce qui nous blesse peut aussi nous élever, si nous apprenons à transformer la douleur en enseignement. Carl Jung le disait avec force, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient,
Il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Lorsque vous êtes face à un narcissique blessé, vous touchez précisément ce point. Leur inconscient se déchaîne, leur masque se fissure, et vous vous retrouvez entraîné dans un tourbillon qui pourrait vous engloutir. Mais c'est aussi une opportunité, celle d'apprendre à reprendre votre pouvoir intérieur. La confrontation avec un narcissique est une école brutale, mais puissante. Freud expliquait que les blessures psychiques sont souvent des révélateurs. Elles mettent en lumière nos propres fragilités, nos propres dépendances invisibles. Si vous ressentez une douleur écrasante face à leurs critiques, si leur silence vous torture, si leurs reproches vous hantent, c'est qu'il y a en vous une corde sensible qui résonne. Le narcissique l'a touchée, mais elle vous appartient. En prendre conscience est déjà une forme de libération. Les neurosciences nous montrent pourquoi cette prise de conscience est si essentielle. Des chercheurs de l'Université de Toronto ont découvert que lorsque nous réinterprétons une expérience négative comme une opportunité d'apprentissage, notre cerveau active le cortex préfrontal, zone liée à la résilience et à la planification. En clair, vous passez d'un mode de survie réactif à un mode de croissance. C'est exactement ce que la philosophie stoïcienne recommandait depuis toujours. Transformer l'obstacle en occasion de fortifier l'âme. Marc Aurèle écrivait « Ce qui fait obstacle à l'action devient l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. » Alors, comment transformer la confrontation en apprentissage? D'abord en observant. Quand un narcissique réagit de manière excessive, voyez-le comme un miroir qui vous montre quelque chose, non pas sur vous, mais sur lui, et sur vos propres réactions. Par exemple, s'il vous accuse injustement et que cela vous déstabilise, interrogez-vous. Pourquoi est-ce que cela me touche à ce point? Est-ce parce que je doute déjà de moi? Cette introspection transforme une attaque en exploration. Ensuite, en pratiquant la distance intérieure. Sénèque recommandait la préparation à l'adversité. S'imaginer à l'avance les comportements possibles de l'autre, pour ne plus en être surpris. Si vous savez que le narcissique peut exploser ou se taire pour vous punir, préparez votre esprit comme un soldat avant la bataille. Non pas pour attaquer, mais pour rester ferme. Les neurosciences parlent ici de prévision émotionnelle. Cette capacité à anticiper réduit de 30% l'impact émotionnel réel d'un choc, car le cerveau ne le vit plus comme une surprise totale. Un témoignage éclaire cette pratique. Un homme expliquait en thérapie qu'il avait toujours été détruit par les colères imprévisibles de son père narcissique. Puis un jour, il décida de les anticiper mentalement. Chaque fois qu'il se préparait à une rencontre, il se disait « Il va peut-être exploser, il va peut-être me critiquer, mais je suis prêt. » Le résultat fut immédiat, ses émotions étaient moins chamboulées, et il pouvait répondre avec calme au lieu de se défendre dans la panique. Enfin, transformer la confrontation passe par l'art de poser des limites claires. Jung disait « Les limites de l'homme sont le début de sa liberté. » Face à un narcissique blessé, vous devez apprendre à dire non, non pas dans la colère, mais dans la sérénité. Les études montrent que les personnes capables d'énoncer calmement leurs limites réduisent drastiquement le risque de manipulation. Une recherche publiée dans le Journal of Personality révèle que la capacité à poser des limites fermes mais non agressives augmente la perception d'autonomie et réduit la probabilité de retomber dans un cycle toxique. Reprendre son pouvoir intérieur, ce n'est pas chercher à gagner contre eux. C'est sortir du jeu. C'est refuser de laisser leurs blessures dicter vos réactions. Freud parlait du pouvoir de la sublimation, transformer une énergie destructrice en énergie créative. Si leurs attaques déclenchent en vous colère ou tristesse, canalisez cela vers un projet, un apprentissage, une discipline. Comme le disait Épictète, nul ne peut t'empêcher de vivre selon ta propre raison. Vous pouvez même aller plus loin, faire de chaque confrontation un entraînement mental. Voyez-les comme des poids dans une salle de sport. Plus ils essaient de vous écraser, plus vous musclez votre capacité à rester stable, ancré, invincible intérieurement. Les neurosciences confirment cette idée. La répétition d'expériences difficiles, lorsqu'elles sont interprétées comme des défis plutôt que comme des échecs, renforce durablement les circuits neuronaux liés à la résilience. Alors la prochaine fois que vous sentez un narcissique blessé vous attaquer, souvenez-vous de cette vérité, vous avez le choix. Vous pouvez entrer dans son monde brisé, ou vous pouvez utiliser ce moment comme un laboratoire pour grandir. Ce n'est pas un combat entre vous et lui, c'est un chemin entre vous et vous-même. La confrontation devient alors une initiation. Elle ne vous détruit plus, elle vous construit. Et c'est là que la transformation opère. Le narcissique croit avoir gagné en vous faisant souffrir. Mais vous découvrez que sa blessure n'est plus votre prison, mais votre tremplin. Vous reprenez votre pouvoir intérieur, et ce pouvoir, personne ne peut vous le voler. Dans la dernière étape, nous irons encore plus loin. Comment passer de cette survie consciente à une véritable liberté, une identité invincible qui ne dépend plus de leurs blessures, mais de votre solidité intérieure. La survie,
c'est quand vous apprenez à tenir debout au milieu de la tempête. Mais la liberté, c'est quand la tempête ne définit plus votre vie. Face à un narcissique blessé, beaucoup de personnes restent coincées dans ce mode de survie. Elles apprennent à anticiper ses réactions, à se protéger, à poser des limites. Mais elles n'osent pas franchir l'étape ultime, celle où l'identité n'est plus dictée par les blessures de l'autre, mais par la force intérieure. Jung disait, le privilège d'une vie, c'est de devenir qui vous êtes vraiment. Voilà le passage, sortir du cycle et bâtir une identité invincible. Pour comprendre cette étape, il faut revenir à ce que la psychologie et les neurosciences nous enseignent. Des chercheurs de l'université de Cambridge ont montré que la résilience n'est pas seulement la capacité à encaisser. C'est la capacité à se reconstruire en mieux après un choc. En d'autres termes, il ne suffit pas de survivre aux blessures narcissiques, il faut les utiliser pour développer une version plus solide de soi-même. Freud, malgré son pessimisme parfois, le reconnaissait. Là où était le ça, doit advenir le moi. Traduction, là où régnait l'instinct, la peur ou la dépendance, doit apparaître une identité consciente et forte. Mais comment bâtir cette identité invincible? La première clé est la redéfinition de votre valeur. Tant que vous laissez un narcissique dicter votre estime, vous êtes prisonnier. Les stoïciens l'avaient déjà compris. Sénèque écrivait que l'homme qui se contente de lui-même est invincible. Cela ne veut pas dire vivre isolé, mais trouver en soi la source de sa dignité, de sa confiance, sans attendre l'approbation extérieure. Les neurosciences confirment que l'auto-affirmation positive active le cortex préfrontal et réduit les zones du cerveau liées à l'autocritique. Concrètement, plus vous apprenez à nourrir votre propre valeur, moins vous êtes vulnérable aux attaques. La deuxième clé est l'art du détachement. Marc Aurèle pratiquait chaque jour ce qu'il appelait l'exercice de perspective, se rappeler que la vie est brève, que les critiques ne sont que des voix passagères, et que seul compte ce qui est en accord avec la raison. Imaginez appliquer cela face à un narcissique blessé. Leurs reproches cessent d'être des coups et deviennent des bruits lointains. Les études en psychologie montrent que la pratique de la méditation de pleine conscience réduit de 35% l'impact émotionnel des interactions toxiques. Ce n'est pas de la philosophie abstraite, c'est une arme concrète. La troisième clé est de transformer la relation en choix. Freud disait que la liberté commence lorsque l'on assume sa responsabilité. Vous n'êtes pas obligé de rester dans une relation qui vous détruit. Et si vous devez rester parce qu'il s'agit d'un parent, d'un collègue, ou d'un supérieur, vous pouvez choisir la manière dont vous y participez. Posez vos limites, décidez de ce que vous donnez et de ce que vous gardez pour vous. C'est ce choix conscient qui marque le passage de la survie à la liberté. Un témoignage en illustre la puissance. Une femme expliquait qu'après des années de manipulation silencieuse de la part de sa mère narcissique, elle avait compris une vérité simple, elle n'avait pas besoin de gagner son amour pour exister. Elle avait appris, avec son thérapeute, à bâtir une vie pleine et riche en dehors de ce lien toxique. Résultat, le jour où sa mère tentait de la punir par le silence, elle ne souffrait plus de la même manière. Parce que son identité ne dépendait plus de ce regard. Jung appelait cela l'individuation, le processus par lequel chacun devient lui-même, en intégrant ses ombres mais sans être dominé par celles des autres. Et c'est ici que vous devenez invincible. Non pas parce que les narcissiques ne peuvent plus vous blesser, mais parce que leurs blessures ne trouvent plus de prise en vous. Vous les voyez, vous les comprenez, mais elles ne dictent plus votre vie. Les chiffres confirment cette transformation. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a montré que les personnes ayant travaillé sur leur autonomie émotionnelle avaient 60% de risque en moins de retomber dans des relations toxiques. Cela prouve qu'on ne parle pas ici de théorie, mais d'un changement réel et mesurable. La liberté, enfin, c'est aussi la capacité de tourner la page. Épictète enseignait que la vraie puissance est dans ce que nous choisissons de retenir et de laisser partir. Vous n'avez pas à porter éternellement les éclats du miroir brisé des autres. Vous pouvez décider que ce chapitre de votre vie n'est plus une prison, mais un enseignement. Alors, comment savoir si vous avez blessé un narcissique? Vous le saurez toujours à travers ses réactions disproportionnées, ses silences, ses reproches. Mais la véritable question n'était pas là. La question, c'était, qu'allez-vous en faire? Allons-nous rester prisonniers de leurs blessures, ou allons-nous bâtir une identité si solide que plus rien ne pourra la fissurer? Jung disait que l'homme ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente son obscurité. Et vous, maintenant, vous avez vu cette obscurité. Vous avez appris à la comprendre, à l'affronter, et à la dépasser. De la survie à la liberté, il n'y a qu'un pas, celui de ne plus laisser l'ego blessé d'autrui gouverner votre monde. C'est ce pas que vous pouvez franchir aujourd'hui. Et lorsque vous le ferez, vous découvrirez que la vraie invincibilité ne consiste pas à ne jamais être blessé, mais à ne plus dépendre de la blessure pour exister.